Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je vous promets, je vais rattraper le timing en condensant mon intervention. Donc, je suis en effet Lisa Louvip, vice-procureure à Paris. Je dirige le parquet des mineurs de Paris, mais nous ne sommes évidemment pas les seuls à traiter ce phénomène de lutte contre la traite des êtres humains. Donc, avec nous, notre étiquette spécificité, donc lutter contre la traite des êtres humains dès lors que les victimes sont mineures. Vous rappelez à titre d'introduction l'engagement fort et historique du parquet de Paris en la matière de lutte contre la traite des êtres humains. Nous sommes en réalité 4 sections au sein de ce grand parquet composé désormais de 130 magistrats à traiter de la lutte contre ce phénomène. En premier lieu, donc, une section J1 qui, elle, lutte contre les réseaux à dimension internationale. C'est cette section qui va traiter tous les dossiers et c'est dans l'actualité puisque des interpellations ont eu lieu récemment sur commission rogatoire dans le cadre de 2 affaires, les affaires dites Amidovic avec des mineurs donc origine d'Europe de l'Est, qui n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais qui pour autant est une thématique qui revient, qui était très active, on va dire, il y a une dizaine d'années, et on s'aperçoit qu'à l'issue de longues périodes d'incarcération des exploitants, eh bien, ce sont des phénomènes qui peuvent néanmoins ressurgir. Nous avons ensuite la section F3, c'est la section lutte contre la criminalité organisée du parquet de Paris à dimension parisienne et on va dire élargie en termes de maillage territorial. C'est cette section qui a donc enfin saisi le magistrat instructeur, qui est un magistrat d'instructeur mineur dans l'affaire donc dite du Trocadéro, qui est en effet une affaire emblématique à plusieurs égards dont on pourra reparler. Nous avons la section S2 qui, elle, lutte contre les phénomènes de délinquance dans le milieu du travail et qui donc va lutter contre toutes les formes d'exploitation dans le cadre du travail. Donc, elle ne travaille exclusivement qu'avec des majeurs. Pour revenir donc au rôle de ma section, je passe rapidement puisque je pense que Roxana Marissainu en parlera. Vous savez que nous sommes aussi à l'origine du dispositif expérimental de prise en charge des mineurs, dont la direction des affaires criminelles et des grâces a, il y a quelques années, érigé ce protocole expérimental en modèle national qui a donc vocation à être déployé sur l'intégralité du territoire, avec évidemment on va dire, une configuration qui soit adaptée à chaque territoire, puisqu'évidemment, ça a pu être dit, mais la criminalité organisée n'est pas la même à Marseille, ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Lille. Donc, évidemment, il faut prendre en compte toutes ces spécificités locales pour être plus efficace, plus opérationnel et être meilleur donc dans la prise en charge des victimes, puisque c'est ce volet-là qui nous intéresse plus particulièrement. Je passerai sur les outils juridiques qui sont, à mon sens, adaptés pour lutter contre ce phénomène, avec aussi des formations de jugement, avec des modifications législatives qui sont intervenues, qui permettent, à mon sens, également d'être efficaces en termes de format de procès qu'on choisisse de saisir, puisque pour les mineurs, dès lors que la victime est âgée de moins de 15 ans, nous sommes sur une qualification criminelle, donc nous pouvons, en fonction du résultat évidemment que nous attendons à l'encontre des exploitants, nous pouvons nous adapter pour bien, choisir le format de procès le plus adapté. Pour revenir plus spécifiquement sur le rôle de la section que je dirige, 13 magistrats, dont 3 substituts sont référents en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Ça leur permet d'être opérationnels et d'avoir des liens spécifiques sur des situations individuelles, d'une part avec le secteur associatif, évidemment en premier lieu hors la rue, mais également nos partenaires plus institutionnels que sont l'aide sociale à l'enfance, qui ont été évoqués ce matin, et la protection judiciaire de la jeunesse avec le Paris Stémo MNA. Donc, un travail de veille, de suivi, de détection, puisqu'évidemment, ça va être notre premier travail, avec la nécessité, comme cela a pu être indiqué, de nous adapter au profil des victimes, puisque selon les périodes, post-crise sanitaire immédiate
où maintenant que nous sommes 4 ans plus tard, eh bien, nous n'avons pas exactement les mêmes phénomènes, ni migratoires, évidemment, ni de délinquance, ni également de manifestation des victimes. Puisque je pense que vous l'avez compris, malgré donc notre rôle actif dans le repérage de ces jeunes, eh bien, nous sommes bien souvent en difficulté pour justement susciter cette parole et ces révélations qui vont faire qu'on va pouvoir faire basculer la personne dans la catégorie de victime. Donc, je pense que vous l'avez compris, un magistrat spécialement en charge des mineurs, il a une triple casquette, celle de lutter contre la délinquance, d'une manière générale, des mineurs auteurs, des mineurs victimes pour un parquetier mineur. Donc ça, c'est une casquette générale que partagent tous les procureurs de la République. En revanche, nous avons aussi un autre aspect, donc je l'ai déjà indiqué, la lutte contre la délinquance, mais dès lors que les mineurs en sont victimes. Et ensuite, donc, ce volet protection, étant précisé que bien évidemment, toutes ces catégories sont parfaitement fongibles entre elles et qu'au départ, la situation nous est connue comme étant un mineur auteur, par exemple un mineur auteur d'une agression sexuelle, mais en réalité, c'est un mineur qui est en danger dans sa propre famille et qui a pu être agressé sexuellement par un membre de la cellule familiale ou par un agresseur extérieur à la famille. Donc tout cela pour vous dire que nous avons tout à chaque instant de nos journées de travail, et elles sont longues, ces petits clignotants qui s'allument. Est-ce que je suis plus sur un mineur en danger, plus sur un mineur victime ou plus sur un mineur auteur? Et c'est évidemment pour les victimes de traite cette articulation que nous allons essayer de déployer et d'affiner en fonction des éléments qui sont portés à notre connaissance. Donc, si on parle de soumission chimique, puisque c'est la thématique de la journée d'une manière générale et de mon intervention également en particulier, pour nous, en première intention, ça aussi, je pense qu'il faut que vous l'ayez à l'esprit, autorité judiciaire, une soumission chimique, ça va être donc quelque chose d'infligé à une personne qui est ciblée en qualité de victime. Et donc, ça va être, par exemple, typiquement en matière de violence sexuelle, hein, où une jeune femme ou un jeune homme, ou peu importe son âge, eh bien, ingère à son insu des substances qui vont faire que non seulement elle ne sera pas en mesure de consentir à l'acte de nature sexuelle qui va se dérouler, mais que d'autre part, elle ne sera pas en mesure eh bien, d'exprimer son opposition à cet acte de nature sexuelle. Donc, lorsqu'on parle de soumission chimique en lien avec la contrainte à la commission de délit, je pense que là aussi, il faut rester extrêmement rigoureux. Comme on l'a dit, le procès, l'affaire du Trocadéro, nous, notre rôle, pour vous expliquer, il s'est limité, puisque la direction de l'enquête pénale, s'agissant d'un réseau relativement organisé et structuré de délinquants, s'est limité à assurer l'accompagnement des mineurs victimes, d'une part, une fois qu'on avait réussi à les cibler de manière à peu près claire, et ensuite à rechercher le moment propice à l'audition, encore une fois, en qualité de victime, puisque quand bien même au départ on avait des éléments précis, l'objectif c'était de les étayer et surtout de suivre également leur évolution. Donc, lorsqu'on avait ces mineurs ciblés comme victimes dans la procédure d'information judiciaire qui étaient placés en garde à vue pour des faits de vol, par exemple, eh bien, nous avions toujours systématiquement cette double articulation pour solliciter le juge d'instruction pour savoir si dans son dossier, il avait assez d'éléments concernant cette victime. Nous pouvions évidemment également appeler hors la rue, appeler leur administratrice ad hoc, puisque nous avons fait le choix de nommer une administratrice ad hoc unique pour l'ensemble des mineurs ciblés. Et ensuite, au besoin, nous pouvions mobiliser le service d'enquête pour qu'il puisse l'entendre dans un moment qu'on essayait d'être le plus favorable possible, même si vous l'avez compris, souvent c'était un enchaînement, garde à vue, audition en tant que victime. Mais pour autant, des rendez-vous pouvaient être pris à l'issue de la garde à vue, l'accompagnement pouvait être assuré par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui pouvait faire le lien après, par exemple, la prise en charge par le délégué du procureur de la République. Voilà, nous avions toute cette palette, toute cette souplesse pour, encore une fois, espérer trouver le bon moment.
Donc, quand une victime est judiciarisée, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme telle dans une affaire pénale, il n'y a évidemment aucun doute, hein, puisque vous le savez, un dossier, une enquête, elle évolue, elle est souvent qualifiée comme étant trop lente, mais pour ces victimes, elle permet d'observer leur évolution. Et parfois, nous, autorités judiciaires, on a un focus, un regard sur un dossier qui peut, lorsqu'on prend en compte tous les éclairages et tous les éléments, eh bien, peut s'avérer inexact au moment où on a pris notre décision. C'est la raison pour laquelle, en effet, pour ces mineurs dans ce dossier, lorsque on s'est rendu compte qu'au sein de cette période de prévention dans laquelle ils étaient victimes, eh bien, on leur avait reproché des délits, en ayant eu connaissance de cette qualité de victime qu'a posteriori, eh bien, nous pouvions requérir des relax devant le tribunal pour enfants en estimant que donc leur qualité de victime avait eu un impact sur donc l'élément moral de la constitution de l'infraction pénale qu'on leur reprochait et que celle-ci, c'est la loi pénale qui le prévoit, n'était plus caractérisée. Donc cette situation-là, elle est très claire, très simple et pour les acteurs, c'est assez, encore une fois, facile. En revanche, je pense, et je parlais de confusion, je pense qu'il ne faut pas étendre ce dossier à la situation de tous les mineurs, puisque, en gros, pour être assez caricatural, dès lors qu'un mineur consomme des toxiques, eh bien, c'est pas pour autant qu'il ne consent pas à la commission d'une infraction pénale, puisque, vous le savez aussi, je pense, le code pénal prévoit pour un certain nombre d'infractions que le fait d'avoir consommé des produits peut même être une source aggravante de la commission de l'infraction. Par exemple, les violences commises en état d'ivresse manifeste, c'est considéré comme étant une circonstance aggravante puisque l'auteur a, avant de passer à l'acte, consommé volontairement un produit dont il savait qu'il était susceptible d'avoir un impact sur son comportement. Ouais. Voilà. Donc, venir dire que tous les mineurs qui consomment des produits ne doivent plus être poursuivis devant le tribunal pour enfants, ça, évidemment, c'est un raisonnement qu'un procureur de la République n'adoptera pas. Je comprends que ça puisse être source d'interrogation, mais pour autant, notre position, elle est très claire. C'est la raison pour laquelle, et vous le savez, hein, la justice pénale des mineurs, elle est fondée sur la primauté de l'éducatif sur le répressif. Là aussi, c'est un guideline qu'on va conduire et affiner tout au long de l'enquête. Donc, il y a la garde à vue, il y a le temps du procès. Vous savez, le Code de la justice pénale des mineurs, en plus, a introduit cette nouveauté que l'examen de la culpabilité doit être distingué de manière temporelle du prononcé de la sanction, justement pour qu'on puisse évaluer le comportement du mineur et que les éléments d'information, notamment que nous n'avions pas dans un temps proche de la commission des faits, eh bien, nous l'ayons au moment du choix de la sanction pour que là encore, le juge puisse rendre la décision de la manière la plus affinée possible. Donc, c'était très intéressant et je vous remercie pour votre étude puisqu'elle démontre qu'en tout cas, pour une certaine partie des jeunes, eh bien, la consommation, elle est très ancienne et elle a débuté très jeune. Donc, quand on a un mineur dont il ressort qu'il est polytoxicomane, en effet, dans notre dossier, mais qui vient vous dire j'ai débuté ma consommation depuis l'âge de 12 ans, alors qu'il a 17 ans, alors que j'étais avant mon parcours migratoire, c'est vrai que, à notre sens, il n'y aura pas de contrainte et que la commission de l'infraction, elle aura été délibérée. Néanmoins, évidemment que ce phénomène de vulnérabilité, hein, puisque pour nous, qui dit polytoxicomanie, cela veut dire vulnérabilité. Donc cette situation de vulnérabilité qui s'ajoute aux autres éléments hein, du parcours de vie particulièrement parfois dramatique, eh bien c'est un élément que nous prenons en compte, mais parmi d'autres, pour apprécier ce qu'on appelle donc la personnalité du mineur en considérant donc que ça aggrave sa vulnérabilité et que ça va avoir évidemment un impact sur la sanction que nous allons demander et sur la sanction ou la peine qui va être prononcée par le juge ou par le tribunal pour enfants.
Donc tout cela pour vous dire quoi? Que on en fait un usage affiné, mais que néanmoins, ça n'a pas d'impact sur la responsabilité pénale en tant que telle, mais que pour autant, dans le cadre du parcours éducatif du jeune, ce sera évidemment apprécié en tant qu'élément. S'il y avait peut-être une question qui risque de m'être posée, je pense que c'était aussi intéressant de le mettre en perspective sur la détention. C'est vrai qu'on est complètement lucide, hein. On sait très bien que la détention ne va un moyen de sevrage, que parfois ça aboutira à une modification du comportement d'addiction, puisque ça a été dit, on va substituer des substances illicites à des substances licites ou en tout cas à d'autres produits. Donc ça, on en est parfaitement conscient, mais je pense que l'exemple positif qui a été cité juste avant montre que parfois, il y a des étapes qui sont des préalables nécessaires parce qu'on a aussi des dossiers dans lesquels les jeunes ne veulent pas nous dire qu'ils sont victimes, alors que tout le monde, tous les professionnels sont persuadés qu'ils le sont. Donc là aussi, ces étapes, hein, puisque les parcours sont parfois longs et difficiles, ces étapes et donc ces diversités des formes d'accompagnement qui vont pouvoir être exercées grâce à la complémentarité de tous les acteurs, eh bien, je pense que souvent, ça peut être un mal nécessaire pour justement susciter quelque chose, créer un lien et donc ensuite mettre en place eh bien, le parcours positif tourné vers l'avenir comme ça, comme cela a pu vous être exposé. Donc des exemples positifs, fort heureusement, on en a régulièrement. C'est évidemment ce qui nous conduit à continuer. Mais je pense qu'il faut, et vous l'avez compris, c'est l'objectif de ce type de journée, qu'on renforce encore la coordination de nos actions pour à la fois détecter, on sait tous le faire maintenant, mais être plus fin sur la temporalité et sur le moment où on articule les différentes interventions. Alors évidemment, il va y avoir nos problématiques de place dans les structures d'hébergement hein, qui, à Paris, d'une manière générale pour les jeunes, notre principale problématique. Donc ça aussi, il faut trouver des solutions d'attente. Il faut en effet prendre en compte le fait que parfois le jeune, il va repartir à l'étranger. Il faut donc attendre qu'il revienne pour pouvoir mettre en place ce qui avait été prévu plusieurs mois auparavant. Mais voilà, la souplesse, la capacité d'adaptation, à mon sens, c'est vraiment les leviers d'action que nous pouvons mener pour, encore une fois, être plus efficaces dans le traitement et l'accompagnement de ces jeunes.